Bonjour ou bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, partie 3 consacrée au MSX. Alors dans les vidéos précédentes, je vous avais montré comment on pouvait faire rapidement des petits jeux en MSX, donc soit en mode texte, soit en screen 1, où on pouvait faire des redéfinitions de caractères. Mais je vous avais également dit, dans une des vidéos, que les jeux faits en BASIC étaient très faciles à faire, mais manquaient cruellement de vitesse. Étant donné que le BASIC est interprété, il ne permet pas en fait une exécution extrêmement rapide. Il est très pratique pour apprendre, puisqu'on a des tas de commandes BASIC qui font déjà pas mal de choses derrière notre dos. Comme c'est un mode interprété, on peut facilement l'arrêter en cours d'exécution. Mais il ne se prête pas à la réalisation de jeux entre guillemets dits professionnels. Et pour faire des jeux dits professionnels, il faut passer par un autre type de langage qui s'appelle le langage assembleur. Et ce langage assembleur, il est propre au processeur de la machine. Dans le cas qui nous intéresse ici, on parle d'un Z80. Et on va voir que ce langage assembleur peut être compilé, ou en tout cas assemblé, en ce qu'on appelle des opcodes. Si vous vous souvenez de ma vidéo numéro 6 du codeur Dojo qui explique la manière dont fonctionnent les ordinateurs, enfin c'est plutôt la vidéo 7 je pense, qui parle un peu de la structure des ordinateurs et des opcodes. Et bien ces opcodes, ce sont des valeurs quelque part numériques qui vont être associées à des commandes de la machine. Et donc ces valeurs numériques représenteront ce qu'on appelle les mémoniques du langage assembleur directement interprétable par le processeur. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer directement un petit aperçu de comment ça fonctionne. Et donc l'idée ici, c'est de faire un petit liste. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On se retrouve avec une structure de data que vous connaissiez déjà probablement. Et à la ligne 10, je vais simplement initialiser i à une valeur hexadécimale. Je vous renvoie vers la vidéo codeur Dojo 6 qui explique comment on peut représenter des nombres en binaire, en décimal, en hexadécimal, voire en octal. Et pour petit rappel, en hexadécimal, nous savons que nous avons 16 chiffres, contrairement au décimal où nous avons 10 chiffres, et ces chiffres vont de 0 à f. D'accord ? Donc là, je vous renvoie vraiment vers cette vidéo, j'ai pas envie de réexpliquer tout ce codage, mais ceci représente un nombre proche, je dirais, on doit être dans les 40 000 ou quelque chose comme ça pour le B00. Il faudra s'amuser à faire la conversion, je n'ai pas envie de la faire ici. Donc ça, c'est l'adresse de départ de mon programme en assembleur, donc qui sera en langage machine, qui sera stocké directement à une adresse de la mémoire vive, une adresse de la RAM. Et donc, je place ma variable originale i à cette adresse. Le read permet de lire des datas qui sont codées en hexadécimal, donc ça, c'est des opcodes. Des opcodes du langage machine du Z80 qui vont être placés en mémoire. Donc je vais lire ici jusqu'à ce que j'arrive à une valeur égale à $. Et je vais faire non plus des vpoke ou des vpic. Ici je vais directement poker dans la mémoire. Donc je vais faire un poke, c'est-à-dire que j'écris à l'adresse B00. La valeur est h plus à $. Alors ici, il y a quand même un léger problème parce que ça marchera pas. C'est assez amusant. Parce que ça s'écrit normalement comme ça. Alors, le IH, c'est, voilà, comme ça. Voilà. J'incrémente mon I. Et je retourne à la ligne 20 pour lire le suivant. Dès que j'ai le caractère $, je vais à la ligne 80. À la ligne 80, je vais créer une fonction basique utilisateur, donc def_user, qui prend pour adresse, c'est une fonction de langage machine, qui prend pour adresse B00, c'est l'adresse de départ de mon programme, et je vais lancer cette fonction en lui passant le paramètre 0 et en récupérant la valeur dans X. Cette fonction, c'est une boucle de jeu, elle ne renverra donc rien du tout, et ce code langage machine va simplement afficher
la petite soucoupe volante qu'on avait vue dans le premier exemple. Alors si donc je fais un list complet, donc ça c'est le code complet langage machine, avec ici le petit dollar de fin, et donc si j'exécute ce code, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà. Alors ça, vous allez me dire, c'est quand même un peu particulier, parce qu'on ne voit rien. Hein, on a des caractères qui s'affichent dans tous les sens, on a l'impression que c'est totalement buggé, or ce n'est pas du tout buggé. C'est simplement que l'affichage est tellement rapide que on a les caractères qui s'affichent en surimpression. Donc il n'y a pas de redéfinition de caractère ici, c'est bien le underscore égale 0 égale underscore qui est affiché, mais la surimpression est tellement violente, parce que le code s'exécute très rapidement par rapport au BASIC, qu'on a l'impression, évidemment, que tout est buggé et que la soucoupe ne s'affiche pas. Alors, pour pouvoir vous afficher l'équivalent, j'ai écrit un autre code en langage machine. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en langage machine, le control stop ne marche pas. Hein. Donc la boucle, elle est faite. C'est pas de l'interpréter, c'est du code machine pur. Lui, il s'arrête plus. Hein. Si vous mettez pas une séquence d'échappe pour pouvoir sortir du code, il boucle à l'infini. Et le seul moyen, c'est de redémarrer, c'est de resetter le MSX. Donc quand on faisait des conneries, quand on codait en assembleur, ben, la punition, c'était qu'il fallait resetter et recommencer. Hein. Ça rigolait pas vraiment. Voilà, donc ici, j'ai préparé 2 émulateurs. Celui-ci, je vais pouvoir le couper. Et dans cet émulateur ici, j'ai délayé ma vitesse. Alors vous allez voir comment j'ai fait, c'est pas très compliqué. Donc ici, ça m'a l'air correct. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait simplement une... Donc le code ici est un petit peu plus long parce que j'ai introduit une boucle de délai qui compte de 1 à 10200 sans rien faire pour pouvoir justement faire en sorte d'introduire un délai qui me permettra d'avoir un résultat presque équivalent à ce que j'avais en BASIC. Et donc avec ce délai, normalement, on voit quelque chose d'un peu plus visible. C'est encore très rapide, parce que c'est entre 10 et 100 fois plus rapide que le BASIC, et là on est plus proche de 100 que de 10, parce que voilà, le langage machine est vraiment quelque chose d'extrêmement rapide, d'extrêmement performant, alors qu'il faut savoir qu'on est sur des processeurs à 3,5 MHz, hein, c'est totalement ridicule. Maintenant on est sur des processeurs presque à 3 GHz, donc on est à 1000 fois plus encore que ce que vous avez vu dans le code précédent. Et donc ici avec une boucle de 1 à 10200, voilà, on obtient un résultat presque proche du BASIC. Alors évidemment, je ne vais pas me contenter de vous montrer des petits essais comme ça, on va quand même essayer de comprendre à quoi se résumaient toutes ces séquences de code hexadécimaux. Et pour ça, je vais vous faire une petite introduction à la manière de programmer des jeux en assembleur sur MSX1, en assembleur et bien sûr en langage machine. Alors il y a quelques mots à dire, d'abord sur donc l'affichage vidéo dont nous avions déjà parlé, je vous avais déjà introduit dans les vidéos précédentes notre fameux CPU qui est un Z80 et le fameux VDP qui en fait est un TMS 9938, donc composant de chez Texas Instruments pour le MSX1 et pour le MSX2 pardon. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans le cas qui nous intéresse, nous avons une mémoire RAM qui est normalement attribuée au CPU, et nous avons une mémoire VRAM indépendante du CPU qui est directement associée ou liée au fameux VDP. Et cette situation est assez intéressante, parce que évidemment elle permet de découpler parfaitement le processeur graphique du CPU qui s'occupe plutôt des calculs sur des registres et des accès mémoire ou des copies de mémoire. Et donc ici, voilà, on pourra manipuler directement la vidéo RAM faire manipuler la vidéo RAM par le TMS 9938 indépendamment du calcul CPU. Il faut savoir qu'il existe d'autres configurations, comme par exemple sur le Commodore 64, où la RAM était partagée entre le CPU et le processeur d'affichage. Hein, dans le cas c'était le VIC-2, dans le cas du Commodore 64. Alors bon, ça c'est pas, on va voir, c'est pas vraiment top. On va voir pourquoi. Donc si je reviens ici dans la RAM partagée, donc je prends le cas du Commodore 64 avec son VIC-2. Donc ici j'ai un bloc de RAM.
Là, j'ai mon 6510 qui est le CPU du Commodore, qui est différent du Z80 parce que lui il tourne à 1,5 MHz, mais enfin bon, ça restait quand même, le Commodore 64 restait quand même une machine assez mythique aussi, hein, il y avait de très très bons jeux. Là on a son bus d'adresse et là on a son bus de données de 8 bits avec un bus d'adresse de 16 bits, la RAM, et ici le VIC2 qui est le processeur graphique, hein, l'équivalent du VDP sur MSX, qui a aussi son bus d'adresse dans la RAM et l'accès à ses datas. Et les registres du VIC2 qui sont accessibles aussi via la RAM. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas du tout expert en Commodore 64. Ici, évidemment, la petite problématique, c'est que les deux processeurs accèdent aux mêmes zones de mémoire. Donc, on a un qui est écrit dedans. S'ils essayent d'écrire tous les deux dedans, ça risque quand même de poser certains problèmes. Donc là, on a plus de problèmes de synchro. Et en plus, vous perdez de la RAM. Puisque fatalement, dans les 64K réservés, s'il y en a 16 qui sont réservés au VIC2, ça veut dire que vous avez plus de 48K. Ok. Alors dans la situation du MSX, c'est un petit peu différent, puisque là on a notre Z80 qui est directement lié à sa RAM, le VDP TMS 9938 et sa VRAM, et là on a nos petits bus d'adresse et nos petits bus de données. Il faut savoir que la VRAM sur un MSX2 pouvait monter sans problème à 128K. Donc voilà, c'était parfaitement adressable. Par contre, le Z80, lui, va envoyer ses données dans la VRAM au travers d'un port. Un port spécifique, avec une commande spécifique de l'assembleur Z80 qui est la commande OUT. Et nous allons voir qu'il y a moyen de manipuler des registres spécifiques du TMS 9938 pour pouvoir permettre de lui faire écrire des blocs de RAM directement dans la mémoire vidéo. Alors une fois que c'est écrit dans la mémoire vidéo, c'est pratiquement automatiquement affiché à l'écran. Donc c'est la manière dont le Z80 va fonctionner, et donc on a évidemment cette contrainte sur l'accès à la vidéo RAM qui se fait au travers d'un port, hein, c'est-à-dire c'est un bus de 8 bits qui permet au Z80 d'envoyer des commandes directement au chip. C'est un petit microcontrôleur, c'est un petit chip, hein, donc c'est un circuit intégré qui permet de gérer le display. Voilà, ça c'était la petite histoire, je pense que j'ai rien oublié. Donc par exemple ici le port 99, c'est un des ports qui est utilisé pour communiquer avec le VDP, il y a le 98 aussi, enfin le 99 attaque les registres, le 98 attaque directement la VRAM si les registres ont été correctement configurés. Donc les MSX1, voilà, je l'ai déjà dit. Les registres du VDP, c'est assez compliqué. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, je vous donnerai un exemple, mais je vous mets quand même la référence, une très bonne référence, qui est évidemment celle-ci, celle du Konami Man sur GitHub, qui vous donne vraiment le détail de tous les registres et de la manière de les accéder. Un registre important du VDP, c'est le registre 14, justement, qui permet de configurer l'écriture de la RAM vers la VRAM, et ça nous allons voir comment après. Alors le microprocesseur Z80, je l'ai dit, il possède, si vous vous souvenez de la vidéo de Codeur Dojo 7, sur la structure des ordinateurs, on avait vu que un microprocesseur c'était un ensemble ou un enchevêtrement de transistors qui permettait de faire des petites opérations en algèbre booléen, donc de faire fonctionner des fonctions logiques que l'on décrivait au travers de leur table de vérité. Et bien ici on va voir que le Z80 il est composé d'un tas de fonctions logiques. Et ces fonctions logiques permettent de manipuler des registres. Donc des registres, ce sont des espèces de petites variables, mais qui sont directement intégrées au processeur, donc elles ne sont pas liées à la RAM directement. Elles sont manipulables électroniquement par le processeur, donc les accès sont hyper rapides. Et ces fameux registres de 16 bits sont uniquement des entiers. Alors il existe pour le MSX1 et le MSX2 des registres float, mais c'est totalement indépendant du Z80, c'est quelque chose qui est programmé au niveau du BIOS, et ces registres sont contenus en RAM. Donc on va absolument pas parler de ça ici, mais il faut savoir qu'il est possible d'appeler une fonction BIOS pour calculer par exemple un sinus, une fonction trigonométrique, ou calculer une fonction random en utilisant un générateur congruentiel. Tout ça est déjà pré-implémenté. Nous on va pas voir ça, on va se limiter aux registres. Les registres, ce sont des registres 16 bits, ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On va les voir en détail après. Chaque registre 16 bits est décomposable en registres de 8 bits. Donc BC, il y a un registre B et un registre C qui peuvent être adressés indépendamment. Alors le registre AF est particulier parce que le registre A, c'est un accumulateur 8 bits, ça veut dire qu'on peut faire tout un tas d'opérations arithmétiques, logiques dessus. Le registre F, c'est un registre d'état. Il contient un certain nombre de flags, notamment le flag Z, qui passe à 1 si, suite à une opération, on a un résultat égal à 0. Vous mettez la valeur 1 dans l'accumulateur, vous soustrayez 1, eh bien le registre F aura son bit 0 qui va passer à 1. Ou un report dans le cas d'un query. Vous faites une addition, vous avez un report, vous dépassez 255, vous faites une addition 8 bits, eh bien, vous allez avoir le registre C, si vous faites 256 par exemple, vous allez avoir le registre carry qui va passer à 1, et évidemment la valeur de l'accumulateur qui va passer à 0,0, parce que vous êtes passé à l'unité supérieure, et lui ne sait coder que sur 8 bits. Donc voilà, ça c'est un petit peu en très résumé le rôle du query. Alors ces registres, si on les regarde un petit peu plus en détail, donc on a dit AF, accumulateur et flag, j'en ai déjà parlé. HL, registre high et low. Alors ça c'est un registre très souvent utilisé, registre 16 bits, pour des adressages mémoire. DE, qui est parfois considéré comme le registre de destination, et qui est aussi utilisé dans des manipulations mémoire. Le registre BC, 16 bits aussi, qui est souvent associé à un registre compteur. Si vous transférez un bloc mémoire, par exemple, il y a une commande spéciale qui s'appelle LD, on la verra rapidement, et bien on va mettre dans HL l'adresse source, dans DE l'adresse cible, et dans BC on mettra le nombre de bytes qu'on a envie de copier. Si on a envie de copier 16K, on mettra 4000 hexadécimales dans BC, et on pourra appeler notre fameuse commande. IX et Y sont des registres qui pointent dans la mémoire. Ils sont souvent utilisés pour, par exemple, représenter des variables. Donc on va réserver une zone mémoire dans laquelle on va mettre une valeur. SP est un registre particulier, c'est le stack pointer, c'est-à-dire que ces registres, évidemment, étant très peu nombreux, le Z80 peut utiliser une partie de la mémoire comme pile, la mémoire RAM comme pile, et c'est ce fameux registre SP qui va pointer dessus. Et donc je vais pouvoir empiler ces registres comme j'empile une pile d'assiettes, c'est-à-dire que je mets une valeur dans HL, et puis je lui dis, tiens, tu mets cette valeur dans la pile, je mets une nouvelle valeur dans HL, donc j'aurai HL avec la valeur, par exemple, si j'ai mis 1, que je l'ai mis dans la pile, et puis que je mets 2 dans HL, j'aurai HL qui vaut 2 dans la pile, j'aurai la valeur 1. Quand j'aurai fini de jouer avec ma valeur 2, je peux demander à la pile de me restituer la valeur précédente, et je retrouverai ma valeur 1 dans HL. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une manipulation pile, c'est ce qui permet par exemple de faire de la récursivité en C. Tout algorithme récursif peut être dérécursifié en utilisant une pile indépendante. Et PC qui est ce qu'on appelle le programme counter, donc c'est lui qui va dire, quelque part, au Z80, l'instruction, l'opcode qu'il va devoir utiliser, enfin qu'il va devoir exécuter. Et chaque fois que l'opcode sera exécuté, PC sera incrémenté de 1. Donc c'est ainsi que ça fonctionne, globalement, pour que le Z80 puisse exécuter un programme. Alors on a toute une série d'opérandes, d'opérations sur les registres. On a par exemple LD qui signifie load, et LD rec, virgule une valeur, vous mettez la valeur du registre ici, ça peut être A, B, C, D, etc., et vous lui mettez une valeur. Par exemple, une valeur comprise entre 0 et 255, et vous allez pouvoir aller chercher cette valeur, généralement dans la mémoire, et la placer directement dans le registre. Alors si vous mettez dans le registre, entre parenthèses, une adresse mémoire, il va aller lire le contenu de cette adresse mémoire et le placer dans le registre. Donc c'est l'équivalent de l'opérateur étoile en C, si vous vous souvenez, quand je définissais un pointeur sur une variable, je pouvais aller récupérer la valeur du pointeur en ajoutant simplement l'étoile devant la variable pointeur pour affecter le contenu de ce pointeur ou de cette adresse. Même chose ici, donc si j'ai une valeur de registre, je peux aller la mettre dans l'adresse. Donc ça c'est très utile pour simuler des variables comme on faisait en BASIC. Donc voilà, il va placer le contenu de registre dans la mémoire. RLCA, ça je vous invite à aller revoir dans les vidéos précédentes sur le binaire.
il est possible de faire des décalages de bits vers la droite ou vers la gauche. Quand vous faites un décalage de bits vers la gauche, vous multipliez par 2. Quand vous faites un décalage de bits vers la droite, vous divisez par 2. Allez revoir la vidéo Codeur Dojo numéro 6. Tout ça est expliqué sur la manière dont fonctionne le binaire. Push, le registre, j'en ai déjà parlé. Globalement, ça permet de stocker la valeur du registre dans la pile, hein, c'est-à-dire dans la RAM. Donc le SP va se positionner sur la valeur placée dans la pile du registre défini. Si vous faites plusieurs pushes d'affilée, bah, évidemment SP va à chaque fois s'incrémenter et pointer toujours sur la dernière valeur entrée. Donc c'est une pile de type LIFO, c'est-à-dire last in first out, contrairement aux piles FIFO, first in first out. Ici, c'est vraiment la pile d'assiettes. Hein. Donc, vous mettez des assiettes dans une pile, et la première assiette que vous allez retirer de la pile, c'est la dernière assiette que vous avez mise. Vous pouvez les retirer par le bas, ça c'est les FIFO, mais là vous risquez de casser la pile d'assiettes. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un registre 16 bits qui contient une valeur évidemment supérieure à 255, le Z80 code les valeurs en Little Indian, c'est-à-dire qu'il va stocker ce qu'on appelle, donc si vous allez observer dans la pile la valeur par exemple de BC qui a été empilée, eh bien vous allez avoir à l'adresse de SP le poids faible de la valeur, et à l'adresse plus 1, le poids fort. Alors le poids fort, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur supérieure à 256 divisée par 256, et le poids faible, c'est le reste de la division par 256. Et donc lui, quand il va récupérer, par exemple, quand vous faites un pop, on verra juste après, qu'il va récupérer cette valeur, eh bien il va simplement mettre dans BC 256 fois la valeur contenue à l'adresse plus 1, plus la valeur contenue à l'adresse. Et là, vous aurez, c'est ce qu'on appelle un codage Little Indian, par opposition au codage dit Big Indian, qui lui stocke d'abord le poids fort et puis le poids faible. Voilà. Alors sur les automates Siemens, par exemple, sur des PLC Siemens, on travaille plutôt en Big Indian. Hein. Quand on utilise Kepware, par exemple, on a ce type de codage qui peuvent être... c'est une parenthèse que je ne devais même pas ouvrir, mais enfin, bon... voilà. On est plus dans d'automatique à ce moment-là. Suite des opérations sur le registre, donc pop je l'ai dit, un push ça permet d'empiler, hein, de mettre dans la pile d'assiettes, pop ça permet de retirer l'assiette, hein, donc en gros la valeur du registre. Call, ça permet de faire un appel de procédure, hein, donc c'est l'équivalent du goes up en BASIC. Alors call Z, c'est NZ, NC, hein, donc par exemple call Z, je lui passe une adresse, call Z virgule l'adresse, ça va m'envoyer à cette adresse si le bit Z du flag F est à 1. Donc si j'ai fait une opération et que le résultat est égal à 0, eh bien ce bit va passer à 1, et donc à ce moment-là, le call conditionnel se fera. Donc ça permet d'émuler un if. If quelque chose, if A égale B, then goes up, machin. C'est l'équivalent basique de ça. JP, c'est l'équivalent du goto. Ça fait un jump. Donc là, il n'y a pas de retour possible. Hein. Vous sautez à l'adresse, vous faites un jump, vous allez à une adresse définie. Même chose, saut conditionnel, branchement conditionnel, si le flag ZC est actif, ou si le flag Z n'est pas actif, ou le flag C n'est pas actif. Il existe une variante qui s'appelle JR, c'est un jump relative, ou un relative jump. Lui, il faut savoir qu'il est très bien parce qu'il est indépendant de l'adresse de début du programme, hein, donc... si vous n'avez utilisé que des JR, c'est génial, parce que ça veut dire que vous vous foutez de l'adresse de départ de votre programme, il va toujours faire des sauts relatifs. Donc il va dire, à partir de l'adresse ici, tu sautes de autant vers le bas ou autant vers le haut. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement le JR ne peut sauter que sur des valeurs 8 bits, donc maximum entre 0 et 255, et qu'en plus il est signé. Donc en gros, si vous voulez aller vers le bas, c'est facile, vous mettez une valeur positive, c'est-à-dire une valeur inférieure à 128. Si vous voulez remonter vers le haut, vous mettez une valeur supérieure à 128, parce que si vous signez un byte, eh bien ça veut simplement dire que si le bit 7 est mis à 1, vous êtes en négatif. Si le bit 7 n'est pas mis à 1, vous êtes en positif. Et la valeur maximale sur 6 bits, sur 7 bits, parce que le bit 7 représente en fait le 8e bit, c'est 127. Et dès que le bit passe à 1, évidemment, vous avez une valeur supérieure à 127. Voilà, donc ça c'est une problématique du JR.
hein, pour ceux qui regardaient Dallas, c'est que il y a quand même un nombre, vous ne pouvez pas faire des sauts très 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 loin en mémoire, vous ne pouvez pas dépasser 255. Même chose, vous avez les branchements conditionnels. Là, vous avez une commande qui s'appelle CP, qui est compare, qui compare une valeur au contenu du registre A, du contenu donc, de l'accumulateur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'accumulateur. C'est parce que c'est lui qui est utilisé pour les opérations arithmétiques. Et donc lui, il va comparer une valeur, si vous faites CP 32, si l'accumulateur vaut 32, il va mettre le flag Z à 1. Si il est plus grand que 32, là il va mettre le flag C, donc le bit C du registre F, à 1. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la manière. Donc là vous pouvez utiliser les JPZ ou les JPC pour pouvoir faire votre saut conditionnel, en fonction de la valeur comparée. Add, bah, ça c'est pas compliqué, vous pouvez faire une addition d'un registre avec un registre, ou d'un registre avec une valeur mémoire, avec une valeur byte. Sub, c'est la même chose, en général ça se fait sur des registres 8 bits. Inc, ça permet d'incrémenter un registre, mais Inc c'est intéressant parce que vous pouvez le faire aussi sur les registres 16 bits. Hein, donc vous pouvez faire Inc BC, ça fonctionne très bien, Dec BC, ça fonctionne très bien. C'est l'équivalent du plus plus en C ou du moins moins en C, donc voilà, le C n'a rien inventé en réalité. On a des commandes d'opération logique, hein, le AND sur un registre, donc le AND se fait toujours sur l'accumulateur, hein, soit un registre ou une valeur, c'est un et logique. Le OR, même chose, hein, vous pouvez faire un OU logique entre un registre et l'accumulateur ou une valeur et l'accumulateur. Le XOR, par exemple, hein, qui fait un OU exclusif. Alors c'est intéressant parce que si vous voulez faire l'équivalent d'un LD A,0 qui prend 2 opcodes, vous faites simplement la mmémonique XOR A, et en un opcode, vous mettez l'accumulateur à 0, parce que faire XOR d'une même valeur, ça remet à 0. Hein. On va aller retourner voir la vidéo Codeur Dojo numéro 7 sur la structure des ordinateurs, je pense que tout ça a été expliqué. Alors DJNZ, c'est un truc très propice au Z80. Ça permet de faire un saut conditionnel en décrémentant B. Donc vous mettez une valeur comprise entre 1 et 255 dans B, et lui automatiquement, quand il va arriver à DJNZ, il va décrémenter B. Si la valeur est différente de 0, il va sauter à l'adresse, donc ça c'est une boucle, hein, et puis dès que B tombe à 0, il sort de la boucle. Évitez de mettre B égale 0, parce que sinon il va soustraire 1 à 0, et quand vous soustrayez 1 à 0 dans un byte, vous revenez à 255. Donc là il va boucler 255 fois. Voilà. Ça c'était la petite histoire. Alors LDIR, j'en ai parlé très rapidement au début, c'est une commande assez puissante du Z80 qui permet de faire des copies de blocs mémoire en très très peu d'opérations. Vous mettez l'adresse source dans HL, le target dans DE, donc la cible dans DE, et BC, vous mettez le compteur de bytes, vous appelez le DIR, et automatiquement il va faire la copie. C'est pas du DMA, mais c'est pas loin, hein, c'est assez rapide. Out, ça c'est une mnémonique qui permet d'attaquer un port et d'envoyer la valeur d'un registre. On va placer le contenu dans un port, par exemple le VDP, on a parlé du port 99 hexa et 98 hexa. Eh bien, ce sont des ports d'accès du VDP, et vous pouvez mettre des valeurs dans les registres et attaquer directement le circuit intégré du VDP sur son petit bus réservé au port. OTIR, c'est un équivalent de LDIR, mais au niveau d'un port défini. Donc ça, c'était très intéressant, parce qu'ici, on avait parlé qu'il était possible d'envoyer de la RAM directement dans la VRAM du VDP. Ben, on va utiliser un OTIR, parce que le OTIR, il permet de faire une copie vraiment multiple à partir, donc HL contient l'adresse mémoire en RAM. Si vous avez configuré correctement au moyen de out le registre 14 du VDP pour lui dire à quelle adresse de la VRAM il doit écrire, eh bien, vous placez dans B le compteur, dans C vous mettez le port qui est associé à cette écriture dans la VRAM, et lui, il va vous copier automatiquement un nombre compris entre 0 et 255 caractères directement de la RAM vers la VRAM. Voilà, pour une petite histoire. Ret, c'est simplement l'équivalent de return, ça permet quand vous faites un call, vous mettez un ret et vous revenez à l'endroit juste après le call. Équivalent du return, pas grand chose à dire. Nop, c'est une instruction vide, c'est parfois utile pour faire attendre des cycles machines, pour ralentir par exemple un programme, on verra.
Dans le delay, on aurait pu utiliser des NOP. Alors, tout ça, c'est bien beau hein, d'avoir des instructions assembleurs, mais le problème, c'est que l'ordinateur, il comprend rien. Hein. Le Z80, il comprend pas OTIR, il comprend pas OUT, il comprend pas LD. Lui, ce qu'il comprend, c'est des opcodes. Alors, si je prends ici, et là, je vous réfère la doc du Zilog 80, hein, où on a toutes les tables d'assemblage, on appelle ça une table d'assemblage, c'est-à-dire que si j'écris, par exemple, LDA,65, eh bien, LDA, voilà, je la retrouve ici, ça c'est la table de LD, LDA c'est celui-ci, qu'est-ce que je passe dans LDA? Je passe une valeur numérique, donc je suis ici, et ça vaut 3E, et 3E ça vaut 62 en décimale. Donc l'instruction 62, la valeur 62 représente l'instruction LDA, virgule, la valeur qui va suivre. LDA,65, ça sera 3E40, ça sera 3E41, parce que ça sera 62,65. Et donc ça représente vraiment un opcode et la valeur que vous mettez dans l'opcode. Donc ça, c'est l'équivalent de la mémonique LDA,65, 3E41. Ok, donc ça, c'est le petit Z80, avec ici son bus d'adresse, hein, 16 bits, et ici son bus de données, 8 bits. Et donc lui, il va aller se positionner à une adresse définie par le programme counter dans la mémoire. S'il voit là-dessus 3E, hein, donc il va lire là-dessus, il va dire, ah, 3E, ça veut dire LD, donc le programme counter va s'incrémenter de 1, il va aller chercher la valeur, par exemple 65, qui va apparaître ici, et il va dire, ah ben ok, je mets 65 dans le registre A. Voilà. Rien de très compliqué. Alors ici, évidemment, bon, on va pas s'amuser avec une table d'assemblage à chaque fois qu'on fait des commandes assembleurs, parce que ça devient compliqué. On va plutôt utiliser un outil, donc ici moi je travaille toujours en Linux, hein, je suis désolé, je sais bien qu'on est 11, mais enfin bon voilà, ça marche quand même super bien. Moi j'utilise Z80 ASM, donc vous tapez sudo apt install si vous êtes en Debian ou en Ubuntu Z80 ASM et vous allez avoir ce programme qui va s'installer. Et son appel est très simple, hein, il suffit de faire un Z80 ASM-i, donc pour l'input, vous mettez le file .asm, -o pour l'output, vous mettez le file .bin, et on va voir, ça sort du binaire pur. Hein. Alors XXD, ça c'est une commande assez intéressante, c'est un viewer hexadécimal qui permet de voir le contenu du fichier en hexa et en caractères. Alors ici je fais une redirection dans un file TXT pour pouvoir l'ouvrir et pouvoir le manipuler. Et donc on verra en basic, hein, vous avez déjà eu, on va créer un fichier data, c'est les data que vous avez vu avec les 3E machin, enfin les valeurs hexadécimales, et le petit programme basic qui va réaliser les POC dans la mémoire, donc ça je l'ai déjà présenté, avec le fameux defuse qui va donner l'adresse de début, et le print USR0 ou le x égale USR0 qui va exécuter la routine en langage machine. Donc ne vous plantez pas dans la routine parce que le moindre plantage, c'est le reset de la machine. Alors je vais vous présenter ici un programme assembleur, donc pas du machine mais de l'assembleur, donc l'équivalent humain de ce que j'ai mis dans les datas. Et là on a des instructions propres à l'assembleur, donc on a le org qui donne l'adresse d'origine, hein, parce qu'on va voir que évidemment à partir, si vous ajoutez une instruction, que vous avez fait des sauts relatifs ou pas relatifs, des sauts pas relatifs ou des calls et que vous appelez des adresses, si vous décalez de 1 toutes vos adresses, évidemment les calls ne seront pas décalés automatiquement. Donc ils vont tomber à côté de la plaque. Donc il faut toujours passer par la version assemblée pour pouvoir après, par la version assembleur, pardon, pour pouvoir après l'assembler et retrouver évidemment les sauts aux bonnes adresses. Dollar représente une adresse hexadécimale et je pense que dièse, c'est dièse ou pourcent, je ne sais plus, je crois que c'est pourcent, représente une valeur binaire. DB représente une data en byte, DW représente une data en 16 bits, donc un byte c'est 8 bits, hein, juste pour le rappel, équivalent au DB, codé en Little Indian dans le cas d'un Z80, un assembleur Z80, c'est ce qu'il va faire. Donc je vous montre ici le programme, hein, le programme il est là, programme de jeu. Donc ça c'est le programme assembleur de ce que j'ai fait pour afficher la petite soucoupe volante. Donc org, ici je dis que mon programme commence en B00, c'est pour ça que j'ai fait un défi USR en B00, parce que c'est là que ça commence. Ici j'initialise mon registre A à 1, j'ai créé une variable que j'appelle POSIX, hein, donc là je réserve une zone mémoire ici dans mon programme qui s'appelle POSIX et qui contient une valeur 0. Bon, c'est un peu con, mais enfin voilà, on va voir que c'est intéressant. Là je l'initialise à 1.
Bon, pourquoi? Parce que je vais faire un DJNZ, on verra après, et DJNZ, j'ai dit, ne me mettez pas à 0, parce que si vous le mettez à 0, vous partez à 255. Il va le décrémenter B, et automatiquement, 0 moins 1, ça fait 255, puisque c'est un byte, et voilà. Je place donc cette valeur dans la zone mémoire attribuée et appelée POSIX. J'utilise les parenthèses parce que c'est un adressage indirect, hein, c'est-à-dire je vais écrire dans l'adresse pointée par la valeur que je vais mettre dans POSIX. Ça c'est un label, hein. POSIX c'est un label, on voit, hein, il est représenté ici avec un 2 points devant, donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, je mettrai un octet qui vaut 0. Ici je mets un autre label, hein, parce que c'est une boucle, hein, c'est un goto, donc ici il n'y a plus de numéro de ligne en fait, hein, c'est pas comme en Basic où il y a des numéros de ligne, on s'en fout complètement, ici on met les lignes à la queue leu. LD1, POSIX, donc ouais, même petit jeu, je vais relire, je vais remettre dans A le contenu de l'adresse POSIX, hein, donc POSIX ici c'est une adresse mémoire, hein, ça peut être $B0, B050 ou par exemple, je sais pas, je connais pas l'adresse par cœur. Et donc il va aller lire le contenu de cette adresse et le mettre dans A. LDE, 6176, je vais mettre la valeur, donc c'est une adresse VRAM en 6176, pourquoi? Parce que je prends la première ligne. J'avais dit que l'affichage en VRAM en screen 1 commence à 6144, bah, si je prends la première ligne, il y a 32 caractères dans le screen 1, bah, j'ajoute simplement 32, 6176. Et là je fais un appel à une procédure assembleur qui s'appelle ADD-DE,A, parce que c'est pas évident de faire ADD-DE,A. Il aime pas, donc moi j'ai fait une petite procédure un peu idiote ici, donc là j'ai le label qui indique l'adresse où se trouve ma procédure. Je fais un push BC parce que j'ai pas envie qu'il aille bousiller une valeur que j'aurais déjà mise dans BC, donc je mets cette valeur là dans la pile, je mets la valeur de compteur dans B. Ici j'ai un autre label, j'incrémente DE et je fais mon fameux DJNZ jusqu'à ce que la valeur de B tombe à 0. Donc ça veut dire que tant que la valeur de B décrémentée est différente de 0, il va incrémenter DE, et puis une fois que la valeur de B sera tombée à 0, il va sortir du DJNZ, il va refaire un pop BC, c'est-à-dire qu'il va aller remettre l'ancienne valeur dans BC, et il va faire un return, donc il va revenir à la ligne qu'il avait appelée, c'est-à-dire ici. Alors ici, je vais écrire dans le VDP, donc là je lui dis simplement, bah, tu prends dans HL, tu mets le label charmap. Charmap, il contient ma soucoupe. Voilà, il contient les petits symboles de ma... Donc 48, c'est 0 en fait. Hein. Alors j'ai un charmap 2, parce que ça c'est 32, en fait c'est un espace. Donc j'avais dit on met un espace devant la soucoupe, comme ça on n'a pas la traînée. Et il faut prévoir l'effacement de la soucoupe quand elle arrive à la fin de l'écran. Donc voilà, ça c'est charmap 2 qui contient des valeurs bytes, les unes à la suite des autres. C'est vraiment comme data, hein, ce machin-là, sauf que ça ne contient que des valeurs de type byte, ou de type word. Donc une fois que j'ai fait ça, où suis-je ici, voilà, donc je mets la valeur 6, parce que ma soucoupe elle est composée de 6 caractères, et j'appelle une fonction, enfin, procédure qui s'appelle vpocdir. C'est l'équivalent d'un LDIR dans la VRAM, et vpocdir, bon c'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il faut savoir que en gros il contient l'adresse, DE contient l'adresse en VRAM, c'est ce qu'on a calculé au-dessus, HL contient l'adresse des caractères, le fameux charmap, B contient le nombre de caractères envoyés, maximum 255, ici on a dit il y en a 6, et ici ce qu'on va faire, on va simplement manipuler les registres du VDP. Alors il y a des manipulations particulières parce que je dois lui mettre, je dois lui passer l'adresse VRAM où il va écrire, et pour ce faire, je dois d'abord placer dans le registre, dans le port 99, la valeur de poids fort pour laquelle j'ai retiré, donc ici j'ai annulé, en fait je garde 2 bits, j'élimine tous les autres, je fais un décalage vers la droite, et je place cette valeur-là dans 99. Donc sur le registre, sur le port du VDP. Alors pourquoi je fais ça? Parce que le VDP fonctionne comme ça. Vous allez voir la manière dont fonctionne le registre 14 dans la doc du VDP que j'ai déjà référencé. Vous verrez que c'est comme ça qu'on écrit une adresse dans le VDP. Sur toujours le port 99, je lui passe le registre que je veux attaquer, plus 128, parce que je dois mettre simplement son bit le plus significatif à 1.
c'est pour ça que je fais le plus 128, j'aurais pu faire un OR, mais enfin bon voilà. Et j'ai donc ici la valeur 14, c'est le registre du VDP que je veux attaquer. D'abord la valeur de poids fort, ensuite la valeur du registre, et bon, ça fait partie du jeu, à nouveau la valeur de poids faible, le reste de la valeur de poids fort, et toujours, évidemment, envoyer ça dans le VDP. Donc le VDP, quand vous attaquez sur le registre 14, il a compris qu'il doit lire des valeurs. Donc à ce moment-là, il a compris que il a la valeur en VRAM, il sait à quelle adresse il doit écrire, B contient le nombre de caractères, 6, et là je lui dis, ok, je vais appeler la fameuse commande OTIR qui permet d'envoyer directement des caractères de RAM, enfin des bytes de RAM dans la VRAM, et ça se fait sur le port 98. En réalité, il y a deux bus, hein, j'en ai matérialisé un, mais en fait il y en a deux, il y a 98 et le 99, qui relient le Z80 au VDP, et donc lui, il va simplement envoyer les 6 bytes dans le registre 98 et les écrire en VRAM. Voilà. Et donc, résultat, si j'écris en 6176 les 6 caractères dans la VRAM, automatiquement c'est connecté à mon écran et je vais les voir apparaître. Voilà. Donc ça c'est quelque part l'idée du VPOGDIR. Pour ce, j'ai protégé la valeur, j'ai mis la valeur de A dans la pile parce que j'avais déjà calculé la position hein, en étant 1. J'affiche. Je récupère la valeur de pile parce que évidemment mon VPOGDIR a bousillé tout ce qu'il y avait dans le registre A, mais le pop AF me rend la valeur initiale, c'est-à-dire la valeur 1, qui était contenue dans POSIX, et ici, qu'est-ce que je vais faire ça, le point virgule, ce sont des commentaires, donc ici je n'ai pas mis le délai, je vais simplement incrémenter cette valeur, je vais comparer que j'atteins la limite de l'écran, ici je l'ai mise en 24, j'aurais pu la mettre en 25, mais enfin bref. Donc je fais un CP24 par rapport à la valeur incrémentée de A, qui est passée à 2, c'est pas 24. Si c'est 24, je vais à init A, je fais un appel à init A. Si c'est pas 24, je remets cette valeur dans la variable POSIX et je retourne, je fais un jump vers BCP et je recommence, afficher, incrémenter, etc. Quand j'arrive à 24, qu'est-ce qui se passe? Je vais à init A. Init A, qu'est-ce qu'il fait? Il met DE à 6200, c'est-à-dire 6176, première ligne, plus 24, et il va charger charmap2. Charmap2, j'ai dit c'est quoi? C'est des espaces, 6 espaces, qui vont effacer ma soucoupe. Je mets le nombre de caractères, 6 caractères à transférer. À nouveau, je fais un call vers VPOGDIR. Ici, je ne protège pas A parce que j'en ai rien à foutre, je vais réinitialiser A à 1 juste après. Donc, je n'ai pas besoin de faire un push AF, pop AF. Ça va se faire d'office puisque je vais remettre A, enfin ça va pas se faire d'office, mais je vais quand même réinitialiser A à 1 puisque la soucoupe est arrivée au fond de l'écran et qu'elle revient au début. Et je fais mon fameux RET. Voilà. Et avec ça, je vous ai décrit en gros le programme assembleur. Okay, donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir compiler. Alors si, enfin en tout cas ce qu'on va pouvoir assembler, alors le fameux délai que j'ai fait, ici j'ai simplement fait un push BC pour protéger la valeur de BC, je mets simplement la valeur 40, parce que ça va être 40 fois 255, ça fait 10200, à nouveau je protège BC parce que bon j'ai un B à 40, je vais appeler delay, et delay va bousiller mon B, je fais le pop pour récupérer ma valeur d'origine, je fais mon fameux DJNZ, jusqu'au moment, donc jusqu'à ce que B atteigne 0, et une fois que B atteint 0, je fais mon fameux pop BC, hein, qui correspond au premier push que j'avais fait là. Hein, faites attention, c'est des blocs en réalité. Hein, donc voilà. Et si je vais voir dans le fameux délai, qu'est-ce que j'ai? Je mets B à 0, je fais un DJNZ délai 1. Donc en gros, il va décrémenter, donc B va passer à 255 et il va décrémenter 255 fois. Voilà. Alors une fois que j'ai ça, comme j'ai dit, c'est pas très compliqué, je vais aller dans mon petit Linux ici, et je vais faire un Z80 game.sm qui correspond à mon code qui est ici. Et ce fameux game.sm, je vais le sortir en game.bin. Alors quand je fais xxd game.bin, ça, c'est le fameux code binaire qui a été assemblé. Alors ici c'est marrant parce que là on a un affichage en caractère, il met un point quand il ne sait pas afficher de caractère parce que la valeur est inférieure à 32 ou supérieure à 127, donc là il ne sait pas afficher de caractère, il met un point.
simplement. Mais vous voyez que c'est marrant parce que vous retrouvez évidemment le petit vaisseau spatial ici, la petite soucoupe volante ici, et tout ça, c'est la traduction de chacun des opcodes, des mnémoniques ici, en opcode binaire, enfin en opcode machine. Voilà. Alors c'est très comique parce que quand on fait évidemment un ls-l et qu'on regarde le game.bin, il fait 116 octets. Je dis bien octets, on n'est pas en K, on n'est pas en méga, on est simplement en octets. Donc quand vous utilisez des librairies style SDL ou pire DirectX, vous compilez un jeu là-dessus, on est en centaines de mégas. Ici, on est sur 116 bytes, 116 caractères. Et ça, en fait, si vous trafiquez un peu le fichier ici pour lui donner une forme acceptable, vous pouvez le transformer, par exemple, ici, voilà, en data. J'ai simplement récupéré le fichier et j'ai séparé par des virgules. J'ai viré tous les caractères qui ne m'intéressaient pas, et j'ai rajouté les numéros de ligne. Et ça, je peux simplement le copier-coller dans mon petit émulateur MSX. Bon, là, c'est un peu raté parce qu'évidemment, il est mort. Et à ce moment-là, je peux afficher mon jeu. Alors bon, j'ai gardé ici le game data. Donc ici, vous trouvez voilà, le code global avec les données, avec le petit programme assemblé. Et donc l'adresse B00, puisqu'on a mis un org en B0, j'aurais pu mettre une autre en B000, pardon. J'aurais pu mettre une autre adresse, ça n'a pas d'importance. Et là vous retrouvez le code original. Voilà, donc j'ai pas été beaucoup plus loin, j'aurais pu faire le jeu complet, vous montrer des appels dans le BIOS pour aller lire l'état du joystick ou du clavier, des touches gauche, droite, haut, bas. Tout ça se fait. Et on a intérêt d'ailleurs à le faire, parce que bon, on a vu le jeu, c'est une boucle sur un automate à état fini, donc on pourrait traduire chacune des instructions du BASIC avec ses équivalents, en utilisant des registres, en utilisant le VDP, en utilisant le BIOS, avec donc ces équivalents langage machine. Et ça vous donnerait un jeu qui serait 100 fois plus rapide. Donc là, on pourrait mettre à la limite plusieurs sous-coupes, on pourrait mettre des sous-coupes sur différentes lignes, on pourrait s'amuser à gérer plein de choses, mettre des tirs multiples, etc. Parce qu'on a énormément de temps. Le temps d'exécution étant extrêmement rapide, on peut mettre plein et plein d'instructions sans vraiment l'handicaper finalement. Il va continuer à fonctionner de manière extrêmement rapide. Donc voilà, donc les jeux professionnels, les jeux sur cartouche, les jeux vendus par les pros, se font généralement en langage machine. Par contre, ce qu'on aurait pu faire ici, c'était faire une redéfinition de caractères, comme j'ai fait dans le jeu des météores, pour redéfinir des caractères, pour donner vraiment une forme à la soucoupe. Ça, j'étais pas obligé de le faire en langage machine. Je pourrais, bien entendu, ça pose pas de problème. On a la fonction vpoke, que j'aille faire un vpoke dans la table d'affichage des caractères ou dans la table de génération des caractères, pour le VDP, ça change rien. Mais moi, en tant que programmeur, j'ai plus facile de coder en BASIC des choses qui ne prennent pas de temps. C'est-à-dire que la redéfinition des caractères ne fait pas partie de la boucle de jeu. C'est une initialisation, je peux la faire en BASIC. Ça ne va pas pénaliser mon système. La seule chose que je dois éviter, évidemment, c'est par exemple de gérer les touches de curseur en BASIC, parce que là, évidemment, je casse la boucle de jeu, et si je casse la boucle de jeu et que je reviens en BASIC, mon jeu il devient lent. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire que, quelque part, comme vous le voyez, on pouvait très rapidement arriver à faire quand même des choses assez pro, avec des petits ordinateurs familiaux, même si c'est pas hyper facile, mais on avait toute la doc, c'était assez facile de trouver des bouquins, de la documentation sur l'assembleur Z80, on trouvait ça dans des magasins d'électronique, vous regardez le jeu d'instruction du Z80, la doc était plus ou moins disponible, il y avait pas mal de bouquins qui expliquaient comment coder en assembleur, et quand vous étiez bon en BASIC, à la limite vous faisiez une traduction directe du BASIC en assembleur, ou à la fin, comme nous dans le crew auquel j'appartenais, à la fin on codait directement en assembleur. On ne passait pas par le BASIC. On était formaté et on savait directement écrire en assembleur Z80 et on utilisait un assembleur qui s'appelait Gen80 sur MSX qui tournait sous DOS qui permettait de faire le travail de Z80 SM. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on utilise le screen 5 du MSX2. Parce que là, on va voir que le MSX2 offrait des screens supplémentaires qui permettaient
de gérer des surfaces flip-flop, hein, donc de gérer carrément des textures en VRAM, hein, ce qu'on appelle dans la SDL une texture. Ça existait déjà sur MSX2. Seulement sur MSX2, on n'avait que 2 textures. On avait la texture écran et on avait une page supplémentaire sur laquelle on pouvait déjà dessiner ou faire les affichages qui étaient utiles. Et ensuite, on copiait la page dessinée sur la page principale en attendant l'interruption du V-Sync. Le VDP était capable de gérer et de renvoyer ces informations. Et donc, ça permettait d'avoir des animations extrêmement fluides, permettait aussi de manipuler des sprites. Donc tous les jeux se faisaient dans ce mode. En plus, ce mode screen, il permettait d'afficher des points en plusieurs couleurs. Donc en gros, je n'étais pas limité comme dans le screen 1 avec des caractères qui avaient une couleur d'encre entre guillemets et une couleur de background. Là, je pouvais définir point par point les couleurs que je voulais. Je pouvais faire des petites mosaïques, comme je vous avais montré dans le jeu du singe. On verra ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, en espérant que vous avez appris quelque chose, ou en tout cas que j'aurai démystifié la fameuse programmation en langage machine, en assembleur et en langage machine, et que je vous aurai quand même fait découvrir une façon dont les geeks programmaient dans les années 80. Voilà, bonne soirée ou bonne journée, dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.